Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième édition du 25 heures des ficelles. Au sommaire de ce journal du vendredi 22 juillet 2022, nous vous proposons une édition spéciale canicule. À la une, nous vous emmènerons tout d'abord au bord de la Bourbe à Bourgoin-Jallieu où nos petits reporters ont rencontré des pêcheurs inquiets par le niveau d'eau. Puis, nous irons au Médipôle où des patients arrivent en nombre suite à une piqûre d'un mystérieux moustique. Enfin, les Bergaliens tentent de se rafraîchir, notamment au cinéma. Les petits reporters se sont rendus au Kinépolis, dont les salles sont climatisées. Et on démarre tout de suite ce journal par notre reportage sur les rives de la Bourbe, qui est une bien triste mine ces derniers jours. Reportage de Maëlie et d'Inès. Les pêcheurs de l'association La Gaule bergalienne sont inquiets du niveau d'eau anormalement bas. Les observateurs parlent même d'une situation catastrophique. Le niveau d'eau est pratiquement à l'étiage. C'est le niveau où si on franchit ce niveau d'eau, l'étiage, ça peut être catastrophique pour la faune aquatique. Je peux vous montrer aussi dans la zone du Vernet, en amont de Bourgoin-Jallieu, sur la commune de Rouy et de Nivola. À côté de la zone de captage des eaux potables, la rivière, ce n'est plus une rivière, c'est un chemin. Sur 1 kilomètre, la Bourbe est à sec, c'est catastrophique. Je suis allé constater la mortalité des poissons, donc la sécheresse est bien là. Pour ces militants, plusieurs raisons ont conduit à cette situation de sécheresse. On en est arrivé à cette situation par un prélèvement d'eau potable trop important. Ce manque d'eau provient donc, à mon avis, d'une hausse importante de la démographie et des problèmes politiques que peuvent engendrer l'agriculture. L'agriculture répond à un système, élevage, culture du maïs, qui ont besoin d'eau maintenant alors qu'il n'y en a pas. Après, il y a le problème de l'urbanisation. Vous faites une route, vous faites un lotissement, en creusant, vous détournez toutes les petites rigoles qui amènent l'eau potable aux ruisseaux et les ruisseaux aux rivières. Après, il y a l'utilisation potable qu'on fait chez nous. On a droit à des mètres cubes et des mètres cubes. Est-ce que l'eau est chère? Est-ce que l'eau est pas chère? Je ne sais pas. En tout cas, les applications qu'il y a, parce que là, on va passer de sécheresse 2 au niveau 3, elles sont pour moi inutiles, en tout cas trop tard, parce que dès le printemps, dès cet hiver, on savait qu'il allait avoir un manque d'eau. Effectivement, tout cela est très préoccupant. D'ailleurs, Émilien des Actus d'Émilien a une information à nous délivrer à ce sujet. Émilien, bonjour. Quelle est donc cette information ? La préfecture a placé le département de l'Isère en alerte renforcée sécheresse. Un arrêté vient d'être publié. Depuis le 7 juillet, il est interdit aux particuliers de laver leur voiture, mais aussi d'arroser la pelouse, les massifs fleuris et les potagers privés au public entre 11 et 18 heures. On peut donc le faire seulement le matin ou le soir. Il est également interdit de remplir sa piscine entre 11 et 18 heures pour éviter toute évaporation de l'eau. Par ailleurs, la préfecture rappelle qu'il est impératif de s'hydrater beaucoup et de rester chez soi pendant les pics de chaleur. Si vous êtes témoin d'un malaise, de perte de conscience ou de propos inappropriés, appelez immédiatement le 15. Bonne journée et prenez soin de vous. Il est temps d'ouvrir notre page santé. Depuis plusieurs jours, de plus en plus de patients se présentent au Médipôle avec le visage rougi, gonflé ou paralysé. Leur point commun ? Tous ont été piqués par le mystérieux moustique qui semble se développer avec la chaleur. Reportage d'Iris et Maëlie. C'est un nouveau type de moustique qui a fait son apparition sur le territoire de la Capie. Depuis 3 semaines, les moustiques hawaïens pointent le bout de son pic dans les jardins, provoquant différents symptômes chez les personnes touchées. Témoignage d'un bergalien souhaitant garder l'anonymat. Bon, c'était au départ une piqûre de moustique, enfin j'ai cru que c'était une piqûre de moustique classique. Et je me suis gratté, et puis ça a enflé, et j'ai commencé à être paralysé en fait de la partie gauche du visage. Et c'est là que je suis allé au départ au 24-24, médecin 24-24 pour voir ce que ça en était, et c'est là qu'ils m'ont dirigé vers les urgences de Bourgoin-Jallieu. C'est très très douloureux, à 10, je dirais à 9, facilement.
J'ai du mal à parler, oui, parce que ça tire. Nombre de patients ne cesse d'augmenter. Les médecins urgentistes du Medipôle constatent différentes pathologies. Démangeaisons, gonflements ou paralysie faciale, partielle ou totale. Ça a commencé il y a 3 semaines et là nous venons d'arriver à notre 15e patient. Alors ça augmente tous les jours. Alors nous pensons que ça va dépasser plus de 15, je pense, à la fin de la semaine. Que sait-on du coupable? Quelles sont ses origines? Jusqu'où ira-t-il? On soupçonne fortement que ce sont des moustiques hawaïens qui sont venus en France à cause de la chaleur. Mais que l'on se rassure, la communauté scientifique est sur le coup. La preuve, la start-up Dexteria installée à Bourgoin-Jallieu a trouvé la solution. Elle a été créée il y a 2 ans, fin 2019 à peu près, et on s'est spécialisé sur la recherche d'un remède contre les piqûres de ce fameux moustique hawaïen. Donc nos recherches nous ont amené à la fabrication d'un remède extrêmement concluant pour aider les personnes qui donc ont été piquées d'une pommade qui n'est pas dangereuse, qui convient à tout le monde et que l'on applique sur la peau à l'endroit où il y a eu la piqûre du moustique hawaïen. Cette pommade a comme propriété de désinflammer le venin du moustique et d'enlever la paralysie locale. Cette histoire est incroyable. Et maintenant, place à la culture. Par cette forte chaleur, les Bergaliens sont nombreux à chercher un endroit pour se mettre au frais. Il y en a un qui ne désemplit pas, le cinéma Kinépolis. Reportage de Yaël et Roman. Cet été, avec la canicule, le public, en quête de fraîcheur, fait le choix des salles obscures. On vient pas beaucoup l'été au cinéma. Et on est venu pour la clim. La météo a incontestablement un impact sur la fréquentation des salles. Il faut savoir au cinéma que les gens viennent en général quand il pleut ou quand il fait un peu plus froid, pas quand il neige évidemment. Et puis ensuite on va dire que ça aussi. Donc quand il pleut, la fréquentation elle augmente. Et puis quand on arrive à des températures un petit peu plus douces, autour de 20-25 degrés, les premiers rayons du soleil, là la fréquentation dégringole puisque les gens veulent profiter des premiers beaux jours. Et à l'inverse, quand là on arrive sur un temps caniculaire, les gens recommencent à venir parce qu'ils recherchent la fraîcheur et donc du coup ils reviennent dans nos salles. Alors on n'arrive pas à avoir un taux de fréquentation ISO par rapport aux jours de pluie, mais par contre on arrive quand même à retrouver nos clients en salle, ils viennent, ils veulent se rafraîchir. En général ils achètent des grandes bouteilles d'eau fraîche parce qu'ils ont vraiment besoin d'être ici pour se rafraîchir. La température dans les salles est réglementée. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de descendre en dessous 26 degrés quand on est en pleine canicule, tout simplement pour ne pas avoir de choc. Oui, alors je suis venue voir le film de Thor pour profiter un peu de la fraîcheur du cinéma. Il fait très chaud dehors et j'ai l'habitude de venir régulièrement au cinéma. Mais il faut aussi rafraîchir les machines. On a un système de refroidissement par projecteur, parce que c'est important, c'est une grosse machine qui génère énormément de chaleur. Et alors quand il fait chaud, c'est encore pire, et il faut protéger au maximum nos machines. Donc les systèmes de refroidissement tournent à plein régime dans ces cas-là, on est obligé. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux gens, à l'être humain, aux animaux, aux êtres vivants en général, mais il y a aussi tous les systèmes informatiques qui souffrent de la chaleur. Ça donne envie d'aller voir One Piece Red ce dimanche au cinéma, n'est-ce pas, chers parents? Maintenant, nous accueillons notre journaliste Yaël. Elle reçoit sur le plateau une invitée qu'elle va nous présenter. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Alison Grandpère qui est la coprésidente de l'association Les Amis de Copsinel. Alors bonjour Alison. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'une épicerie coopérative? Alors une épicerie coopérative c'est un magasin, une épicerie dans lequel il va y avoir des coopérateurs, donc des personnes qui viennent 3 heures par mois pour aider au niveau de l'épicerie. Pour choisir les produits, pour mettre en rayon, pour tenir la caisse, etc. Et participatif parce qu'on va avoir une gouvernance qui est partagée. Donc c'est le principe de un homme, une voix. Et les coopérateurs en fait ont une part sociale donc, qui détiennent une partie du supermarché. Et ça permet d'aider un peu au financement de la structure et de fédérer le groupe. Et où trouverons-nous cette épicerie coopérative? Alors,
pour l'instant, on aimerait la monter dans le secteur de la comité d'agglomération Porte de l'Isère, donc peut-être Bourgoin-Jallieu, peut-être l'île d'Abo. On est en recherche d'un local aujourd'hui, donc on ne sait pas exactement. Mais on va commencer une première phase à faire un groupement d'achat où les gens pourront acheter une fois par mois des produits, déjà pour faire une phase de test. Et là, on a une salle qui s'appelle la salle La Marbrerie, qui est juste à côté de la gare, au niveau de Bourgoin. En fait, je ne sais pas si vous voyez, vous passez le pont de la gare, et c'est du côté juste à côté du cimetière, en fait. Donc ça va être par là. Et c'est une salle qui doit faire à peu près 70 mètres carrés, donc on aura une livraison une fois par mois, les premiers lundis du mois. Voilà. Et que trouverons-nous dans les rayons? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on essaie de commencer par peu de produits pour démarrer, et ensuite on va en avoir plus. Donc là, à partir, j'espère, d'octobre cette année 2022, on va avoir peut-être une 60aine de produits. Donc surtout de l'épicerie salée, sucrée, par exemple du miel, de la confiture, des farines, des choses comme ça, et des boissons. Donc peut-être qu'on aura un peu de bière, de vin, de jus de fruits, voilà, des choses assez simples à stocker. Et plus tard, on aura du frais, des fruits et légumes et de plus en plus de choses. Et le prix sera-t-il plus élevé ou moins élevé que dans les supermarchés? Alors en fait, le fait que ce soit une structure gérée par des bénévoles, des personnes qui vraiment adhèrent à l'association, on va avoir moins de salariés, donc moins de charges, et du coup ça va se ressentir sur les prix. On va être sur une marge aux alentours de 10-11%, alors qu'en moyenne, une structure elle est plus à 30-40%. Et qui pourra accéder à cette épicerie? Alors, tous les coopérateurs qui ont une part au niveau du supermarché. La part, on va sûrement faire deux tarifs. Un tarif solidaire pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de payer 100 € par exemple, et un tarif normal, donc à 100 €, une part sociale qui a le même poids en fait. Et donc les coopérateurs, et on espère que les coopérateurs pourront désigner un bénéficiaire qui viendra faire ses courses et qui n'aura pas besoin de faire ses 3 heures de coopération. C'est encore en discussion aujourd'hui, mais c'est vraiment le principe solidaire, parce que par exemple une mère seule qui travaille, elle n'aura pas le temps de faire 3 heures par mois, ou peut-être pas les premiers mois, mais en tout cas elle va pouvoir faire ses courses à l'épicerie. Et quand ouvrira-t-elle? Alors, là, c'est aussi une grande question. On espère juin 2023, ou alors peut-être la rentrée 2023. Et y avait-il déjà d'autres épiceries coopératives en France? Oui, alors actuellement, il y a plus d'une trentaine d'épiceries coopératives. La première, elle a été créée à Paris, c'est La Louve, en 2016. Et là, ils sont plus de 1400 coopérateurs, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment une grosse structure. Et il y en a dans la région aussi, au Auvergne-Rhône-Alpes, on va avoir une à Chambéry, une à Grenoble, celle de Lyon qui s'appelle Demain, où ils sont déjà plus de 150 coopérateurs. Voilà. D'accord, merci Alison. De rien, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci mesdames. Et pour les personnes qui souhaitent coopérer avec l'épicerie, retrouvez toutes les informations sur le site des Amis de Copsinel ou sur leur page Facebook. Connaissez-vous le wax? C'est le thème de la nouvelle exposition du musée de Bourgoin-Jallieu, à voir jusqu'au 5 février. Reportage d'Héloïse. Depuis le 2 juillet, le musée de Bourgoin-Jallieu fait la part belle au wax, une technique d'impression bien connue en Afrique, mais pas seulement. Alors le wax, c'est d'abord une technique. C'est une technique d'impression en réserve. Wax, cela veut dire cire en anglais. On imprime d'abord de la cire sur un tissu et ensuite on teint ce tissu avec de la couleur, que ce soit de l'indigo ou d'autres couleurs. L'histoire du wax est plutôt méconnue du grand public. Alors oui, je connaissais le wax, mais je ne connaissais pas son origine. Je ne connaissais pas toute l'histoire de la Hollande, de l'Asie, et ensuite de comment ça a été importé. Le wax qui au départ est imprimé plutôt en Hollande ou en Angleterre pour être exporté en Afrique et également un peu imprimé en Afrique. Plus qu'un vêtement ou accessoire de mode, le wax a une signification bien précise. Le wax est porteur de messages. Donc en fait, tous les motifs ont un sens particulier, et particulier à chacun des pays également. On ne va pas avoir le même sens au Togo, au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Donc par exemple, la poule représentera la famille. Les bouches signifient « mon mari est capable ». Comme l'attestent les différentes pièces de la collection de l'anthropologue Anne Grosfilet.
Alors toutes les pièces que nous avons exposées sont issues de la collection d'Anne Grosfilet. Anne Grosfilet a travaillé, est ethnologue, et a travaillé et travaille toujours sur le sujet du wax. Donc elle s'est passionnée pour cela, elle est allée voir la société Vlisco en Hollande, elle a travaillé avec notamment sur la collection Christian Dior autour du wax, et c'est elle qui conserve tous les objets que nous pouvons voir dans l'exposition actuellement. Oui, j'aimerais bien porter du wax, mais j'en porte de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est pas un tissu que j'ai l'habitude de porter, mais c'est très très beau. Donc on le porte de manière toujours traditionnelle en Afrique, sur des boubous, des pagnes, etc., ou des robes de forme assez traditionnelle. Mais les hommes aussi le portent sur des chemises, on fait des petits blousons, on crée aussi des objets, des sacs, des objets de décoration en wax. On porte toujours du wax, c'est toujours à la mode, et d'autant plus que des stylistes africains se sont emparés de ces textiles pour faire des formes un peu plus au goût du jour. Le wax est à la mode en Europe et donc utilisé aussi en Europe. Des tenues très convoitées qui génèrent de la contrefaçon. Il y a de la contrefaçon, et notamment chinoise, donc avec des motifs qui sont beaucoup plus chatoyants parce que les couleurs sont peut-être un peu plus synthétiques, avec des textiles qui ne sont plus du coton, mais des matières un peu moins nobles. Voilà, mais effectivement, il y a de la contrefaçon chinoise. J'ai adoré cette exposition, je trouve que c'est génial. Alors oui, je recommanderais cette expo à tout le monde, à tous les bergaliens, toutes les bergaliennes, parce qu'elle est très intéressante, elle est pleine de couleurs, elle est vive, elle permet de voyager un petit peu, et dans le temps et dans l'espace, et voilà, elle permet de découvrir beaucoup de choses. Et c'est la fin de ce journal télévisé d'aujourd'hui. Nous espérons vous revoir très bientôt. Bonne soirée, au revoir. En fait, un faux reportage s'est glissé dans notre JT. Sauriez-vous le retrouver ? Vous vous êtes fait piquer par des moustiques hawaïens ? Pas de chance. Prenez Dexed. Sa nouvelle formule à base de monoï soigne la paralysie faciale et stoppe les démangeaisons. Dexed, la solution. Des actus d'Emilien a une info à nous délivrer à ce sujet. Emilien, bonjour. Quelle est cette information? Arrêtez de rigoler. J'adore ça. Oui. J'ai bouffé mon vernis. Ah non. Et dis-le moi vite par contre, encore une fois. On peut dire d'Héloïse et Emilien. Parce que c'est Héloïse. Elle va. Non, mais ça m'a fait rire parce que moi je me prends au sérieux. Puis, voilà. Et, non, mais c'est bon, on continue. Non, mais ça m'a fait. Je te reproche rien. On continue. Journaliste Yael qui va nous recevoir. Et si on entend tous les deux. C'est qui les filles? Oui. On se concentre, il reste un quart d'heure. Chut. Très bien. Super. Elle est bonne. Wouh. Un peu de Ah oui. Genre, c'est bon. Mais je suis obligée de regarder ce truc là. Non, tu regardes elle, mais au-dessus. Ok. Allez, c'est génial. Vous connaissez. C'est le thème de la nouvelle épisode du musée de Grenoble sur le plus. Bon, en fait, tu peux prendre. Chut. Mais je prends mon sérieux là.